Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena, votre émission de sport et de joie de vivre, on peut le dire, sur 20 minutes, préparée par la fine fleur du journalisme sportif français et mondial, on peut le dire aussi, n'est-ce pas ? Pour commencer cette émission, une petite pensée à Nicolas Camus, qui est le présentateur habituel, qui est en pleine rééducation après s'être fait opérer le genou, objectif JO 2028 pour lui. Pour le reste de l'équipe, pas de changement, ils sont là, ils sont beaux, à commencer par William Perra. Ouais, bah écoute, non pas que je sois en grande forme physique, mais au moins je marche, contrairement à Nicolas Camus qu'on salue. En face de toi, le fan numéro 1 de Lucas Chevalier est avec nous. Comment ça va, Aymeric ? Bien, je sais pas d'où ça sort ça, mais avec grand plaisir. Je suis évidemment le président de son fan club. Merci. Et la dernière pièce de ce trio infernal, l'homme qui va ne cesser de répéter « Je t'aime Hendrik » tout au long de l'émission. Oh là là, quelle joie. Comment ça va, Julien ? Eh ben, ma vie a changé depuis le mercato de janvier. Je la vois avec beaucoup plus de soleil que vous. Alors si tout le monde est bien chaud, on va partir pour la première séquence de cette émission. Il y aura du beau monde jeudi 29 janvier au Bataclan. Yuksek, Jeanne Chéral, Alex Baupin, Malik Djoudi pour une soirée spéciale organisée en soutien à Christophe Glaise, le journaliste français est maintenant emprisonné depuis bien trop longtemps en Algérie. Notre confrère qui collabore avec SoFoot et Society a écopé de 7 ans de prison en appel en décembre dernier. Son crime, si on peut l'appeler comme ça, s'est rendu en Algérie pour un reportage qu'il préparait sur le club de la JS Kabylie, le club le plus titré du pays, situé à Tizi Ouzou. La justice algérienne reproche à Christophe, du coup, d'avoir été en contact avec le président de la JSK, qui est aussi l'un des dirigeants du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de l'Algérie, et qui est de la Kabylie, et qui est considéré là-bas comme un mouvement séparatiste classé terroriste en Algérie. L'Algérie est indépendante, Antoine. Oui, l'Algérie est indépendante, évidemment. Donc 7 ans de prison pour Christophe, qui est passé en appel du coup, en décembre dernier. La peine a été confirmée, malheureusement, pour lui. Bah oui, malheureusement, surtout que, comme tu l'as bien résumé, il était juste parti là-bas pour faire un reportage de manière, somme toute, assez basique. On lui a reproché aussi de pas avoir eu de visa professionnel, mais il faut aussi rappeler que ça aurait été impossible pour lui tout simplement d'entrer sur le territoire pour faire un reportage sur la JSK s'il avait fait les choses dans les clous, puisque... ou en tout cas, il aurait dû le faire moyennant un échange de données personnelles assez drastique, et pour ne pas dire qu'il aurait eu la police et le FBI local aux fesses tout le long de ce reportage. Donc autant dire que c'était pas des situations propices de toute façon à l'exercice du journalisme dans des conditions adéquates. Toujours est-il que de toute façon pour un reportage sur du foot et sur la JSK, c'est évidemment une peine qui n'a aucun sens, c'est évidemment une peine qui est démesurée. On pensait que le dégel un peu des relations entre la France et l'Algérie allait profiter à Christophe. Notamment, il y a eu la libération de Boualem Sansal. Et au final, rien de tout ça, la peine confirmée. Alors, il y a encore des possibilités. La mère de Christophe Glaise a déposé une demande de grâce auprès du président Abdelmajid Tebboune, et le journaliste aussi a par ailleurs formé un pourvoi en cassation pour obtenir un nouveau procès. En attendant, il y a une sorte de mobilisation quand même en France, notamment du football pro. Qui a été un peu tardive, on va quand même le dire. Tout le monde a fini par se bouger parce qu'un club a mis un premier tweet, puis un deuxième, puis un troisième, et ça a fait effet du boule de neige. Mais je trouve quand même que ce soit du côté de la LFP ou des clubs français, on a mis quand même pas mal de temps avant de réagir. Depuis, ça y est, alors je ne vais pas dire que c'est devenu une cause nationale, parce que malheureusement, comme tu as dit, il est pris dans ces histoires de diplomatique entre la France et l'Algérie. Ça le dépasse évidemment, et malheureusement, son cas n'est pas suffisant, j'aime pas dire ça, mais il y a d'autres intérêts franco-algériens en jeu, et
Et donc, pour l'instant, il paye ça, il paye ce monde à la con, et ça fait mal. Ouais. On parlait des clubs pro, voilà, dans les stades, il y a pu avoir ce message qui a été diffusé, notamment ça c'était à Saint-Étienne, sur les écrans géants du stade à Saint-Étienne. La Fédération française de football aussi, la façade du bâtiment de la FFF à Paris a mis un gros message de soutien. Bon, ça s'organise, c'est doucement. On sait que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, doit se rendre à Alger dans cette période de dégel un peu des relations entre les deux pays. On va espérer que ça fonctionne. Pour rappel, la soirée au Bataclan, donc c'est le 29 janvier et l'entrée coûte 9,50 € et l'intégralité des sommes récoltées durant cet événement iront à Reporters sans frontières et à toute l'enquête qui est menée autour de la défense de Christophe Glaise. Voilà. On espère de tout cœur que Christophe sera libéré le plus vite possible. Évidemment. Et pourquoi pas même aller avant les JO de Milan-Cortina. Ça peut arriver à un moment, on s'y attend pas, un Boilem sans salle, c'est arrivé à un moment où au contraire on disait que c'était mort. Et il y a une vraie douche froide sur l'appel en fait, parce que tout le monde pensait, enfin je sais pas, mais il y avait un vrai optimisme derrière en disant que sur l'appel il serait libéré, et en fait c'est là où tout le monde a pris un peu le truc sur la tronche, et notamment c'est là où il y a une mobilisation, c'est qu'en fait je pense qu'il y avait une forme d'optimisme d'attente en se disant bon ils vont finir par craquer, ils vont le lâcher, et en fait non, l'appel tombe, et là c'était la volonté aussi du clan de soutien de Christophe Glaise de pas trop parler pour laisser la justice algérienne faire leur travail. On parlait de Boilem sans salle, faut quand même pas oublier que sur les deux cas, il y avait sur ce cas-là, il y avait quand même un médiateur, l'Allemagne, qui a été un peu décisif et qui a aussi dit à la France à un moment donné de se mettre un peu sur le bas-côté. Là, Christophe, c'est un peu différent. Il manque, c'est ce que disaient les représentants d'RSF quand je les avais appelés pour en parler, c'est qu'il manque. Ils espéreraient que le football soit ce médiateur, un petit peu, qui permette de faciliter la libération de Christophe Glaise. Et voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des acteurs qui mise un petit peu sur le fait que la Coupe du Monde, que l'Algérie peut difficilement aller disputer une Coupe du Monde avec un journaliste sportif derrière les barreaux. Je ne sais pas à quel point c'est effectivement un enjeu crucial ou pas pour eux, ou si la symbolique va jouer ou du tout. Et la différence avec Boilem sans salle, c'est que la France c'était une condition sine qua non pour reprendre la diplomatie avec l'Algérie, que l'écrivain soit libéré. Alors que le cas de Christophe Glaise n'a jamais été abordé officiellement par l'État français. Voilà, on passe à la séquence suivante, messieurs, et on va parler Jeux Olympiques. Oh. Chouette. La question qui tue, parce que vos avis, messieurs, sont là pour abattre, en toute cordialité et paix, évidemment, une question autour des Jeux Olympiques d'hiver qui commence dans une grosse semaine, où 20 minutes se déplacera d'ailleurs, notamment sur le biathlon, avec Jérémy qui vous fera suivre tout ça de l'intérieur. On va avoir pas mal de chances de médailles. Lou Jean Monod, Clément Noël, Paco Rassa, Emilia Ropp et j'en passe. Juste pour savoir, là, comme ça, Emilia Ropp, c'est quelle discipline C'est du alpinisme, évidemment. Oh là là, ski avec des bâtons. Vous êtes incollable, l'une des nouvelles disciplines la nouvelle discipline de ces Jeux Olympiques. On ne vous la fait pas, vous, les experts des sports d'hiver. En fait, t'as pas été malin, parce que si t'avais choisi une discipline un peu anonyme mais pas nouvelle, là on n'aurait pas répondu. Mais là, comme le truc vient d'arriver, c'était pour parler du ski alpinisme qu'on va découvrir lors de ces Jeux. Très belle discipline. On a hâte. Je vois. Et je vous ai demandé du coup quel sera le moment fort de ces JO pour la France, enfin en tout cas pour la Haute-Savoie, enfin en tout cas pour Albertville. Et là aussi, on ne vous la fait pas à vous. Par exemple, toi, Emeric, qui était présent au JO de Pékin il y a 4 ans, tu as choisi en moment fort. Ouais. Qu'est-ce que j'ai choisi? Juste comme, non mais parlons je m'en souviens. Expertise juste, on a quand même ici 3 personnes qui ont couvert des Jeux. Exactement. C'est vrai. On sait de quoi on parle ici. Et dans 3 dictatures différentes. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Ah non, toi c'était Corée du Sud. Ah, Corée du Sud, ça. Ouais, mais c'était pas loin. Ah, t'étais limitrophe, quoi. Ouais. On aime bien ça. Sinon, on se déplace pas. L'Italie, quoi que Mélodie. C'est pour ça qu'on a envoyé Jérémy. JO 2030, la France. Inch'Allah, on sera en dictature. Bon, sur ce, on a le temps d'y aller. Allez. Oui, moi j'ai pris Pépette Perrine Lafont. Mon moment fort, ça va être ça quand elle va décrocher la médaille d'or.
On se souvient toutes et tous, évidemment, cette 4e place à Pyeongchang. Ah non, Mais non, Mais c'était que j'étais à Zhangjiakou. Non, à Pyeongchang, elle fait médaille d'or. Mais oui, Ouais. j'y étais. C'est 4 ans après à Pékin, mais Zhangjiakou dans les montagnes. 4e place un peu compliquée. Elle s'était fait pas mal pourrir. Il y avait eu du harcèlement en ligne qui avait suivi. Donc moi, je la vois bien. La petite revanche là, avec un petit bisou à tous ces haters de l'époque. On va vraiment vibrer. J'ai hâte, t'imagines même pas. Non. Julien, toi, donc tu étais à Sochi en 2014 et tu t'es un tout petit peu éloigné du sportif sur ta petite Alors, prédiction. Très légèrement, et c'est mon tropisme russe qui parle avant tout. Moi, j'ai envie de croire à une vraie belle surprise diplomatique pendant ces Jeux, à savoir la Russie qui annonce un accord de paix avec l'Ukraine, à une condition toutefois, à savoir dopage illimité, sans limite de temps, pour tous les athlètes russes engagés sur les Jeux Olympiques. Je pense qu'il faut prendre l'offre. D'une, ça ne change rien, parce qu'ils sont déjà dopés. Et de deux, ça épargnerait tout un pays et peut-être un continent. Donc, moi, je dis qu'il faut y aller. Et pour la symbolique, c'était à la fin des JO d'hiver qu'il déclare la guerre en Ukraine. Donc ce serait beau de Oui. l'arrêter maintenant. Tout à fait. Et en 2000, et sur le Donbass en 2014, de mémoire, il fait ça aussi pas loin ou pendant les JO de Sochi. J'ai pas vérifié cette info, mais il aime bien provoquer une guerre vers février JO en général. Donc Choisissons la paix ce coup-ci. voilà, essayons. Vladimir, si tu nous écoutes. Il y a un vrai respect du sport quand même, en tout cas chez Vladimir. C'est-à-dire qu'il attend toujours la fin des JO. Il n'y a que 7 athlètes Oui, Russe. alors c'est vrai que d'habitude il attend la fin parce qu'il peut avoir des médailles. Voilà. Alors que Ouais. là, il n'y a aucune chance du coup. moins d'une dizaine de Russes sous bannière neutre qui seront au JO. Voilà. Et enfin, pour terminer, William, donc l'homme de Pyongyang. Non, Pyeongchang. Pyeongchang, Et pardon. c'est- Pas le même délire. Bon, on parlait de Moscou, j'ai confondu de Pyeongchang. Quel va être pour toi ce grand moment des JO? À grand moment, je sais pas, mais il va y avoir une déception avec Guillaume Cizeron qui est vraiment tourmenté par les polémiques qui entourent sa personne et son duo avec Gabriela Papadakis va connaître une mésaventure. Son costume va se déchirer, il va glisser sur le programme court et ça va être très très difficile d'aller chercher la médaille d'or qui lui est promise. Mais il arrachera, je pense, quand même une médaille de bronze sur le programme libre. Mais ouais, il faut s'attendre à ce que cette polémique le déstabilise un petit peu, contrairement à ce qui l'a laissé un petit peu transparaître. Ouais, il ces était quand derniers même jours. champion d'Europe. Tout à fait, Avec sa mais nouvelle les partenaire Jeux Olympiques, canadienne. les anneaux olympiques, c'est une autre pression, c'est un autre monde, Antoine. Bon, on Il faut verra. l'avoir dans- vécu pour Ça le comprendre. va être un grand moment, n'empêche. Vraiment, on va jamais autant regarder le patinage que. Ouais. On verra dans Ouais. 3 semaines Moi, je pense si, qu'il peut si vos pronostics se faire seront huer un réalisés. peu. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais, je pense. Je pense que les gens s'en foutent. Je suis pas certain, ouais. Je pense qu'en Ouais, Italie, ils en attention, ont rien à carrer. vous avez pas vu le Twitter patinage comme je l'ai vu En Italie. Le tweety patinage. le ice skating Twitter, like I call it. Bilingual. Plus globalement, ces JO, on les sent comment pour la France, on a un record de médailles à 15, ce qui n'est pas énorme. Les derniers JO à Pékin, on a fait 14 médailles. Dont 8 pour QFM. Voilà. Est-ce qu'on va battre ce record? On va totalement exploser ce record, déjà parce qu'il n'y a pas les Russes qui vont nous donner bien 10 médailles du lot habituel. Non, mais en vrai, je crois qu'on peut tabler à largement plus de 20, déjà parce qu'il y a, sur les nouvelles disciplines, il paraît qu'on est injouable. Le ski alpinisme. Pinturo est pas là, c'est bien. Ouais, donc ça pas va faire encore, une médaille en plus aussi. C'est tellement gratuit pour aller. Non, mais complètement. Alors que, attention, là, l'émission est enregistrée Oui, avant on sait pas. Ça C'est se vrai, avant trouve, l'attribution de la 8ème place en ski alpin. Inch'Allah. Si ça se trouve, ce sera Victor Mufajandé, alias Super Totor, comme on l'appelle dans le milieu. Mais ça m'étonnerait. Cette discussion ne me plaît pas du tout. Non, mais le ski alpinisme, en tout cas, on parlait d'Emilia Ropp. Il y a aussi Margot Ravinel, Robin Galindo et Thibaut Ansemé. qui ont Je des pense grosses que chances c'est- de- Alors, c'est vraiment à eux. En vrai, moi, ouais. j'ai envie d'un vrai crush sur cette épreuve, un peu comme on l'a eu pour les JO d'été, pour le kayak cross. On en attendait peu, et finalement, est-ce que ça n'a pas été notre meilleure maman des JO d'été? Alors, vu la différence de filière, je pense que le ski alpinisme est quand même porté sur l'endurance un peu. Le kayak cross, Mais qui ils était peuvent se cool, faire c'est que c'était tomber, un non format TikTok quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était quand même n'importe quoi. C'est vrai qu'en fait, le ski alpinisme, ce serait bien s'il pouvait se faire tomber. Là, bon, j'avoue que c'est pas ce que j'ai vu. On vise combien de médailles en biathlon, sachant qu'il y a 11 épreuves et qu'on est l'un des 3 seuls pays à faire cette discipline? Moi, je pense Avec que la... Ouais. une dizaine, hein. Parce qu'en vrai, tu peux Ah faire ouais. plusieurs Ouais, médailles. alors- Bah, tu peux faire plusieurs médailles par épreuve. Bah ouais, Exactement. carrément. Moi, je dirais que sur Au moins 11, au-delà de 10. Hein. 11, ouais, on passe au travers de 3 épreuves, 4 max. On est à 7 et plus des doublés. Je pense qu'on peut faire entre 12 et 14 médailles. Ouais.
10-12, moi, je dirais. 10-12. On va se régaler. Oui, Emmerich, il dit pas parce qu'il a pas envie. J'ai dit au-dessus de 10. oui, tu ne mouilles pas. Allez, moi j'annonce vraiment un carton, genre 13. Allez. Et aussi, on a des chances en ski cross. C'est ça, non, c'est vrai, ski cross, Mais oui. on oublie ski cross qui est la vraie Cross, discipline. voilà, avec Marielle Berger-Sabatel et Yuri Duplessis-Cargomar, évidemment. C'est les noms faciles en plus, c'est génial. Voilà. Duplessis, Et du slope ça se numéro style, douche chez les le autres. snowboard slope style aussi, grande chance de Tout à fait. médaille, avec Jura Pereira de Souza, Qui était là déjà il y a 2 ans. La famille. Luan Bozolo, Léa Casta et compagnie. Ça va faire des médailles. Tout ça, on espère. Le record, c'est 5 médailles d'or. Oh, on va l'exploser. Sûr. Oui, oui. Avec Rien Julia qu'avec Simon, elle va rien qu'avec le peut-être. biathlon. Et est-ce que quelqu'un va battre le record de Martin Fourcade, qui a eu 6 médailles d'or sur l'entièreté de sa Non. carrière olympique? Paraît compliqué. Ah, compliqué, parce que même en biathlon où il y a 27 épreuves, non, Lou Jean Monod, elle fera pas 6 médailles d'or. Surtout QFM n'est plus le grand QFM. Bon, il n'est plus. Pas du tout. Donc je le vois mal. Ouais. Ok. Bah pour moi, en tout cas, vous ne me l'avez pas demandé, mais le moment que j'attends le plus, Bah non, on s'en C'est vrai qu'on a rien à carrer. j'ai choisi la cérémonie La de clôture des Jeux Olympiques, qu'on en finisse avec cette mascarade. C'est une blague, bien évidemment, j'adore le curling et le slopestyle. Et quitte à parler de discipline un peu loufoque, partons au basket. Et si la NBA était en train de prendre exemple sur Donald Trump, pendant que le président américain tente d'envahir le Groenland sous fond de c'est pour la sécurité nationale, la Ligue américaine veut-elle aussi s'implanter sur le vieux continent pour officiellement des raisons de Sécurité basketale. voilà, de basket. Une décision qui ne fait évidemment pas l'unanimité du bon côté de l'Atlantique, là où on est présentement, et Emmerich va vous expliquer un peu tout ça. Oui. Allez-y, On attend vraiment ton expertise sur Ah ce bah sujet. ouais, tu m'étonnes. J'ai bossé en plus. Absolument pas. Ah là là. Je vais quand même mettre ici. Ouais, alors. Bah oui, donc voilà, hein, comme tu le disais, ça faisait quand même un moment que cette idée de NBA Europe était dans les tuyaux. Elle a pris un peu plus d'ampleur ces dernières années, voire ces derniers mois, avec comme point d'orgue la conférence de presse de présentation. C'était mi-janvier dernier, donc du projet dans les grandes lignes. En gros, 12 villes européennes. Des créations de clubs s'il le faut, on parle évidemment notamment en France du Paris Saint-Germain. Sauf que ce projet, tu l'as dit, il divise et on se retrouve vraiment face à un champ de bataille, un champ de mine sur les réseaux sociaux. C'est Verdun, c'est Stalingrad, absolument pas. Tout le monde s'en carre le cul et personne n'en a rien à faire. Il y en a quelques-uns que ça intéresse, les spécialistes du basket et les quelques pélos qui suivent régulièrement le basket en Europe, mais ils ne sont pas nombreux du tout non plus, puisque déjà la plupart d'eux regardent la NBA américaine. Mais on a quand même réussi, en fouillant sur les réseaux sociaux, à trouver quelques sceptiques, et ils n'ont pas manqué de faire savoir leurs doutes quant à la potentielle réussite économique du sport. Un sport qui, on le rappelle, rapporte à peu près peanuts aux clubs en Europe. Ils sont tous déficitaires, avec un marché qu'on ne pourra pas plus développer que ça, parce qu'une culture, quelle qu'elle soit, ça ne s'impose pas à coups de bâton, de menaces ou de millions. Mais certains tentent quand même de faire entendre leur voix, et là ça je l'ai déjà dit. On peut le voir avec notre Sherlock Holmes sûr, Romain Molina. Et ouais, je suis allé le chercher lui. L'homme qui dit millions au lieu de millions et qui porte des t-shirts d'ado boutonneux. Et qui boit de l'eau. Que nous dit-il? Qu'on balance des chiffres à tort et à raison, mais qu'on peut avoir de sérieux doutes sur l'impact économique et la réussite de cette NBA Europe. Je vous le lis pas en entier, si vous voulez, vous faites pause et vous le lisez. Surtout à la télé. Et c'est vrai, pour le coup, il a des raisons de s'inquiéter, le Edwy Plenel d'Andalousie. Car ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que le basket européen se cherche un modèle, ça fait des années qu'ils font à peu près tout et n'importe quoi, que tout le monde est divisé, chacun veut faire son truc dans son coin, la FIBA d'un côté, l'Euroleague de l'autre, des fois on crée des compétitions durant la même année, c'est un merdier sans nom. Et le modèle économique, n'en parlons pas, c'est pas compliqué, il y en a, il n'y en a pas. Comme on le disait au départ, les clubs européens sont déficitaires. Alors, le patron de l'Alba Berlin, qui a quitté l'Euroleague récemment, assure que les clubs perdent en cumulé 200 millions d'euros par saison. Et surtout, le marché des droits télé est ridiculement bas. Alors le prize money, c'est toujours chiant ça. Le prize money, pour vous donner une idée cette saison, donc le vainqueur de l'Euroleague
2 400 000 euros. Le 16e, 150 000 euros. 17e, 20e, que dalle, Walou, tu rentres à la maison sans un rond. 17e, 20e, c'est la place de l'Asvel. Qui veut quitter l'Europa League. Et du coup, 150 000 balles, pour vous faire une idée, c'est à peu près ce que coûte Wembanyama en Kellogg's chaque semaine aux Spurs. Du côté des joueurs, en revanche, on n'est pas con non plus du côté des joueurs, et on sait très bien qu'il ne faut pas insulter l'avenir, du coup on reste plutôt mesuré sur cette idée, tu vois, on ne dit pas trop de mal non plus. À l'image d'Eli Okobo, que Antoine ici présent est allé voir lors de son passage à Paris la semaine dernière, et voilà ce qu'il nous en dit l'ami Eli. Moi, je pense clairement que ce sera un concurrent à l'Euroleague. Après, je me suis pas renseigné de plus près. J'ai pas toutes les compétences par rapport à cette nouvelle ligue qui va arriver en Europe. Mais je pense que voilà, la NBA a créé cette marque il y a des années aux États-Unis et je pense qu'ils peuvent développer quelque chose d'intéressant ici avec des gros marchés, des grosses villes. Après, voilà, quand on entend parler des clubs anglais qui participeraient, la fanbase basketball des Anglais, je ne sais pas si elle est là encore, mais c'est quelque chose qui se développe. Donc on verra, je ne sais pas exactement quel club va participer, quel club va quitter l'Euroleague ou rester, mais voilà, c'est à regarder, à observer et voir le développement de ça et comment ça va compete avec l'Euroleague. Merci Eli, garde la pêche. Pour avoir un avis un peu plus tranché que celui d'Okobo, on va se tourner vers Evan Fournier, la fourmise, l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni sur les fesses d'Adam Silver notamment, le tout-puissant patron de la NBA. Et lui, il n'a pas caché son scepticisme. Alors je vous dis vite fait ce qu'il a dit dans les grandes lignes. La NBA elle a un pouvoir énorme, c'est l'une des plus grandes marques au monde, mais tu ne peux pas lutter face à l'amour qu'ont les Européens pour l'Olympiakos, le Pana ou le Fener. Admettons. Je pense qu'il y a une erreur de calcul de la part de la NBA. Tu ne peux pas arriver à faire un club à Manchester City où les Anglais se fichent du basket. Pour moi, la culture est plus forte que l'argent. Quel naïf. Mais Fournier connaît suffisamment la NBA pour savoir que question entertainment et réussite économique, les mecs touchent un peu leur bille quand même. Donc voilà ce qu'il a ajouté. Je vous la fais rapide encore une fois. Les Américains ont un tel savoir-faire sur le business qu'ils montreront sûrement quelque chose de très très beau et de très cohérent. Mais je pense que ça aura moins de cœur. Du côté des pros NBA, il en faut bien. On retrouve évidemment... Quel étonnement, mais quelle surprise. Je tombe de ma chaise. Florentino Pérez qui pointe le bout de son museau comme un suricate en état d'alerte dans le désert dès qu'il s'agit de pognon et de ligue fermée. Mais globalement, T'aurais dû commencer par là, putain. à part tonton Florentino, il n'y a pas grand monde que ça passionne. Moi, pour revenir sur les propos d'Evan Fournier, je trouve qu'ils sont intéressants et ils résonnent quand même comme un avertissement à la Ligue nord-américaine. Séduire les fans européens ne se fera pas uniquement avec des moyens financiers et une image de marque. Le défi sera de proposer une alternative crédible et surtout, si possible, respectueuse des traditions locales. L'idéal, ça serait d'arriver à terme à un compromis avec l'Euroleague, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas du tout bien barré. Une fusion, une réunion d'intérêts, seule condition à mes yeux, mais surtout à ceux des spécialistes, pour que le projet n'explose pas en plein vol. Merci. C'est marrant, ça me rappelle bizarrement quelque chose. Ça me rappelle un projet en foot, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Je crois que ça commence par super. Sauf que cette fois, le Barça est opposé un peu au Real Madrid, puisqu'ils ont re-signé un contrat de 10 ans avec l'Euroleague, contrairement à Florentino qui fait des pieds et des mains pour accueillir cette nouvelle NBA. Après, et puis l'Euroleague, c'est pas la Ligue des champions de l'UEFA, c'est pas le même poids. Non. Je sais que si la NBA arrive, ils vont le faire, leur truc. Oui, et puis dans des villes, ce que tu disais, Oui, Manchester, sexy, Londres, Berlin, Paris aussi, il va y avoir Paris. aussi un projet un peu concurrentiel au Paris Basket, qui est devenu quand même un club qui compte à Paris. Ouais. À moins qu'ils rachètent le Paris Basket, on ne sait pas ce qui est dans les tuyaux. Il y a ça. Après, c'est vrai qu'il y a deux hommes favorables en Europe à ce projet, c'est Florentino et Tony Parker. Bon, voilà. Deux hommes à qui on a envie de faire confiance, les yeux fermés. Et Tony Parker qui fait couler tout ce qui touche en ce moment. Donc je serai la NBA Europe. Je me méfierai un peu. Voilà, on se méfiera un peu. L'Asvel, bon courage à l'Asvel d'ailleurs qui fait que dégringoler. Place forte du basket français qui est même plus dans les hautes sphères du basket français et encore européen, ça fait que perdre. Si, mais effectivement sur l'Euroleague, ils n'ont pas les. Enfin, il n'y a que Monaco qui a effectivement l'assise financière. Et encore, visiblement, cette année, c'est un peu compliqué au niveau des comptes.
Mais extraordinaire, juste pour l'Euroleague quand même, extraordinaire, qui est la seule compétition où l'Asvel, donc ils ont sanctionné un club parce qu'ils ne dépensaient pas assez en masse salariale. Vous ne dépensez pas assez de pognon, messieurs, vous n'avez pas notre place. C'est une ligue fermée, l'Euroleague aussi, hein. C'est ça qu'on parle. Elle est un tout petit peu ouverte, c'est aussi une ligue où tu viens de dire le Barça vient de re-signer. En fait, il y a déjà une Super Ligue en basket, en quelque sorte. Qui a accueilli Dubaï. Qui fait arriver ça aussi. Qui fait partie de l'Europe, on est déjà sur une compétition qui a perdu son âme. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, le mal est déjà fait. Tu étais arrivé au bout d'un processus qui n'a jamais fonctionné, elle est morte quasiment toute seule. Donc la NBA, c'est un rapace, ça arrive sur le corps, sur le cadavre encore fumant. C'est un peu ça l'idée. Puis ils ont déjà installé NBA Afrique aussi qui fonctionne, NBA Europe. Non, mais après, là où Fournier a raison, c'est que comment tu fais pour intégrer les places fortes du basket européen traditionnel, qui peuvent être effectivement, les clubs, tu as dit, le Fener, Olympiakos. Oui, Athènes, c'est pas des marchés, on va dire, porteurs économiquement, mais c'est le basket qui marche en Europe. Beau résumé, messieurs. Merci beaucoup pour cette petite page basket. On se retrouve juste après la pause pour une deuxième partie d'émission flambante. De retour sur le plateau de 20 Minutes Arena, ou devrais-je dire le plateau, la cour internationale des droits, comme vous le voyez à cette perruque empruntée à ce cher Nicolas. La cour spéciale internationale du sport où se règlent les plus grandes affaires. Et à quelques jours du premier match du tournoi des 6 nations entre la France et l'Irlande, la cour va mettre sur le devant de la scène l'affaire Mathieu Jalibert. Souvent mis à l'écart des Bleus pour des raisons sportives, comportementales ou de délit de sale gueule, le numéro 10 de l'UBB va profiter du forfait de Romain Ntamak pour débuter ce tournoi et donc retrouver un peu la confiance de Fabien Galtier, qui la perdra évidemment s'il loupe un plaquage. Bref, les avocats... Ce n'est pas à vous de faire la plaidoirie. 2 avocats qui ont plaidé dans les plus grandes cours vont plaider la cause de leur client. Maître Pereira pour l'accusation, notamment dans la cour de Maître Laloy pour la défense. Monsieur Pereira, je vous demande de prendre place pour cette première partie. Oui. Ce qui est bien, c'est que le juge n'est pas du tout partial. Non, c'est vrai, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais moi, j'ai l'habitude. J'en oublie ce rôle. Excusez-moi. On dirait que Bernard Laporte est l'accusé. J'ai l'habitude des procès. Même Marine Le Pen a été mieux jugée que ça, c'est vous dire. Allez, c'est les dernière. c'est plus les juges rouges, là, c'est les juges Bordeaux. Mathieu Jalibert est-il un joueur de génie ? Alors pour tout vous avouer, la première fois que j'ai lu l'intitulé du procès, j'en revenais tellement pas que je me suis d'abord demandé qui était cette Eugénie, sa compagne, sa mère, sa sœur. Non, pas du tout. On me demande vraiment si c'est un génie. MDR, le mec est présentateur remplaçant, il tente ça pour sa première titularisation. Un peu de respect, T'es qui, Gonzalo Ramos ? Enfin, pardon, pas de vanne sur le foot. On a dit qu'on parlait de rugby. Pour commencer, définissons ce qu'est le génie. 3 possibilités. Numéro 1, c'est un mec super chelou qui vit dans 4 mètres carrés et qui exauce 3 vœux pour peu qu'on lui astique le manche. Numéro 2, un individu aux aptitudes supérieures, souvent un précurseur, quelqu'un dont on se souvient des mois, des années, des siècles après. Et numéro 3, un homme brun, barbu, avec des lunettes rondes d'une trentaine d'années. Moi. Force est de constater que Mathieu Jalibert ne correspond à aucune de ces 3 descriptions. Attention, je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis pas que c'est une pipe, non, je dis juste qu'il est complètement surcoté. C'est pas la même chose. Jalibert est un génie du rugby. Si Jalibert est un génie du rugby, Antoine Dupont est quoi ? Dieu ? Non, vous voyez bien que ça tient pas la route. Voilà, merci, allez, au revoir. Non. Je reste là quand même. En fait, il y a un malentendu autour de Jalibert, c'est que ce que vous prenez pour du génie, en fait, c'est de l'élégance. Et j'ai ici un expert qui expertise très bien et qui va pouvoir vous le prouver tout de suite à l'aide d'une palette. Oui, tout à fait, comme vous pouvez le constater. On va tout de suite voir donc cette palette sur l'esthétique de Mathieu Jalibert. Le type est beau, il n'y a rien à dire. Il a le port altier, rien ne bouge quand il sprint, quand il élimine, et même quand il se jette pour aplatir, ses vêtements ressortent immaculés. Son jeu au pied met également en valeur sa gestuelle, cette gestuelle gracieuse. Donc c'est vrai que moi je peux comprendre le camp d'en face. Tout cela prête à confusion, je vous le concède. Mais je ne vous en veux pas de vous tromper au fond. Moi-même j'ai fait la même erreur au football avec Javier Pastore. Qui devrait apparaître à l'écran. Ah, il arrive. Javier. Javier, mon petit Javier.
Oui. C'est gênant, c'est gênant. Monsieur le Président... S'il vous plaît, pardon. J'en suis. Écoutez, Des gestes d'amour comme ça, on n'est une pas démonstration on n'a pas l'habitude. d'amour, c'est autorisé. Voilà, moi, j'avais le même problème avec Joao Félix à une époque, et c'est vite passé. Voilà. Merci, monsieur l'expert, pour cette participation de toute beauté, et on passe le bonjour à Javier Pastore, bien sûr. Bref, contrairement à Mathieu Jalibert, le génie ne brille pas seulement dans l'anonymat des petites compétitions, car oui, le top 14 et les Coupes d'Europe sont des petites compétitions, que vous le vouliez ou non. Les grandes compètes, c'est le 6 Nations, c'est la Coupe du Monde, bref, c'est le 15 de France. Des matchs où, bizarrement, jusqu'ici, on ne voit pas votre petit génie briller souvent. Alors, je vous vois venir, les Jalibix. Évidemment, s'il passe à côté des matchs en bleu, c'est jamais de la faute de votre idole. Et que Fabien Galtier sait pas le faire jouer. Et que Galtier lui fait pas assez de papouilles. Et qu'Antoine Dupont l'aime pas. Et que s'il est nul défensivement, c'est toujours parce que toute l'équipe est nulle et pas seulement lui. Voilà, je connais cette théorie et j'ai du mal à tourner mes pages tellement je suis énervé. Et d'ailleurs, j'ajoute que vous lui rendez pas service du tout en agissant de la sorte. À force de lui dire que c'est un génie incompris, il a fini par y croire. Jusqu'au jour où il a pigé par lui-même qu'il n'en était pas un, au point de déprimer, de se barrer de Marcoussis après un match contre le Japon en 2024. Résultat, il a perdu 5-6 ans avant de capter qu'il devait apprendre à défendre, ce qui est quand même assez long à l'échelle d'une carrière. Et avant son déclic défensif, on se souvient de son ultime chef-d'œuvre avec le 15 de France à Twickenham contre l'Angleterre. 5 plaquages ratés, bravo, j'applaudis. Même Maxime Lucu, qui fait des air-plaquages dans les mousses de protection des poteaux, est moins ridicule que ça. Voilà, le chef-d'œuvre, on s'en souvient bien, en HD. Voilà, bon, maintenant qu'il s'est mis à pousser de la fonte et qu'il réussit vaguement quelques gestes défensifs, c'est reparti pour un tour. Oh là là, quel homme, c'est le meilleur. Non, c'est juste un très bon rugbyman en 2026, point barre. Et pour terminer sur cette histoire de plaquage d'ailleurs, sachez que Maxime Lucu nuançait lui-même au mois de décembre les progrès de Jalibert en disant, je cite, « Il ne fait pas 15 plaquages non plus ». Son propre coéquipier qui dit ça, bon, on peut lui faire confiance. Stop à l'enflammade. On sait très bien qu'au premier Sudaf ou Irlandais venu, il va faire comme d'habitude, s'écarter, vaguement essayer d'accrocher une jambe et laisser passer. Allez-y, monsieur, c'est par ici. Voilà, vous pouvez fave, ça va arriver très vite dans le tournoi Destination. Enfin, et surtout, il ne faut pas oublier, je le répète, que le propre du génie est d'être génial en toutes circonstances. Là encore, je m'en remets au baromètre Antoine Dupont, qui est la quintessence même de ce qui est génial. Vous foutez dans une équipe de rugby à 7... C'est long, monsieur. Hop, médaille d'or. Voilà. Jalibert, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais su s'imposer aux côtés du meilleur joueur français. Il n'a jamais réussi à trouver sa place dans un 15 de France où en fait il n'est même pas seulement en concurrence avec Romain Ntamak, mais il y a aussi donc Antoine Dupont qui est aussi un meneur de jeu et Thomas Ramos aussi à l'arrière. Les deux vampirisent un espace créatif que Jalib n'a jamais su occuper lui au 15 de France. Donc jusqu'à preuve du contraire, Jalibert est un super esthète. Et c'est déjà pas si mal, mais en tout cas c'est pas un génie. Merci. Et vous vous débrouillez avec toutes les feuilles par terre. La parole est à la défense. Il n'y a plus que 30 secondes. Allez. En même temps, il avait fait tout le travail pendant la présentation. Monsieur le Président, j'espère quand même que mon confrère sera sanctionné d'une manière ou d'une autre. Les délais, c'est important. La justice souffre de ces plaidoiries interminables et ne rend pas ses décisions à temps. Voilà, les gens se plaignent. Merci Didier Deschamps. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés de votre télévision, je suis particulièrement ému de me présenter dans cette cour pour défendre l'immense Mathieu Jalibert. Car oui, je l'avoue, nous les avocats, faisons d'abord ce métier pour l'argent, et pour défendre d'immondes salopards, car nous n'avons aucune boussole morale, et que dans le fond, on est nous-mêmes des gros bâtards. Mais il arrive parfois de tomber sur un dossier qui nous ramène à l'essence de notre métier. Voilà, voler au secours de la veuve et l'orphelin et réparer les grandes injustices de ce monde. Or, existe-t-il, je vous le demande, une plus grande injustice dans l'histoire judiciaire de ce pays que le sort réservé au meilleur numéro 10 du rugby tricolore sous la dictature de l'affreux Fabien Galtier et le Nicolas Maduro de Marcatraz? J'ose le dire devant vous. Si la justice française a condamné Sacco et Vanzetti, Patrick Dils et Omar Haddad, elle ne peut pas, elle ne doit pas, elle n'assumera pas de condamner Mathieu Jalibert. S'il vous plaît, arrêtez de rire. Là, je fais mon travail. C'est vrai que franchement. Ah putain de merde. Que lui reproche-t-on au juste? Bon, en dehors d'une coupe mulet de joueurs de flippers de province échappés d'un tournage d'Hélène et les garçons. Bon, de ne pas savoir défendre au nom d'un plaquage manqué contre les London Irish ou les Green Bay Packers. Bon, de toute façon, personne n'a jamais regardé. De faire de l'ombre à Antoine Dupont parce que 2 joueurs bourrés de talent à la charnière pour Fabien Galtier, bon, c'est au moins de trop. De ne pas être bon camarade au nom d'un vieux chambrage tout pourri sur Greg Aldrit, qui avait de toute façon tout oublié, le pauvre, la minute d'après à cause de ses foutues commotions.
d'être le leader de jeu de l'équipe championne d'Europe qui colle 70 points à tout le monde tous les week-ends, d'être moins beau que Romain Tamac, d'être moins toulousain que Thomas Ramos, c'est ça qu'on lui reproche. Voilà, foutaise, monsieur le président. Et monsieur le juré, mesdames aussi. Oh. Autant d'âneries, je le dis, qui ont gâché la carrière internationale de l'ouvreur qui nous aurait conduit au titre mondial à la maison si monsieur Antoine Dupont n'avait pas fait sa drama queen avec cette soi-disant blessure à la pommette qui l'a empêché de travailler ses automatismes avec le Zinedine Zidane du ballon ovale. Songez en effet que Mathieu Jalibert a déjà 27 ans et qu'il peut mourir demain, tel Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain ou Javier Pastore. Amy Winehouse. Javier Pastore n'a pas attendu 27 ans. C'est grave, mais il y avait aussi le numéro des 27, il a déclins, paniqué. Et que restera-t-il alors de sa carrière internationale ? 35 sélections à peine, 0 minute de jeu lors du seul grand chelem de cette génération en 2022. Aucun highlight YouTube sous le maillot bleu, en dehors d'un oubliable, les appuis fous de Mathieu Jalibert face aux Anglais de 2021, vus par 12 000 personnes à peine. Et pour cause, on y voit Mathieu réussir un pauvre crochet sur 10 mètres, alors même qu'il traverse les terrains tous les week-ends en top 14 et en Coupe d'Europe. T'es censé le défendre, hein, je rappelle. Je me réjouis donc, vous avez pas assez parlé, monsieur l'avocat, je me réjouis donc que le staff tricolore ouvre enfin les yeux et décide de lui confier les clés du camion face à l'Irlande. Même si évidemment je ne suis pas dupe, hein, comme Deschamps qui convoque Ryan Cherki dans le secret espoir de le voir se saborder en Mondiovision. Fabien Galtier sera le premier supporter de l'Irlande jeudi prochain au Stade de France. Cela m'étonnerait à peine, au fond, je vous le dis, qu'il souhaite à Jalibert de se péter le genou, comme lors de sa première sélection en 2018 face à ces mêmes Irlandais. Son plan machiavélique se mettrait alors en place. Thomas Ramos en numéro 10. En attendant le retour de Romain Tamac, notre soi-disant numéro 1, assuré d'être titulaire, en dépit d'un niveau actuel qui obligerait l'entraîneur de Saint-Médard-en-Jalles, actuel leader de Fédéral 1, à privilégier le jeune Gabin Rouletabille pour assurer la montée en fin de saison à l'ouverture. Oui, ce nom est totalement inventé. Pour finir, la justice des hommes, hélas, ne peut se substituer à la justice sportive. Mais elle doit aujourd'hui laver de tout soupçon Mathieu Jalibert et lui permettre de rejoindre Marcoussis la tête haute et les mains propres. Peut-être n'y restera-t-il que quelques entraînements, mais au moins aura-t-il le temps d'écrire un bouquin sur ces 3 jours de détention comme d'autres. Et je serai le premier alors à les l'acheter, comme un acte de résistance, comme une éclaircie dans les heures les plus sombres de notre histoire rugbystique récente. Merci. Bravo. Merci, cher maître. Il va maintenant être l'heure. J'étais pas prévenu, quoi. Ouais, j'avoue là, c'est chargé. Là. Dur, hein. Il va être l'heure maintenant pour moi. Excusez-moi de convoquer les grandes heures de notre justice pour défendre... Les grandes idées. Ouais. Et dire que je vais être associé à ça. Oh là 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 là. Je vais devoir trancher sur cette affaire. Et je vais mettre mon jugement délibéré. Non, je rigole. Victoire obligatoire de monsieur de l'avocat de la défense. Oui. Et après, ça se Supporter de plaint. l'UBB. On ne peut occulter que j'ai grandi à 5 partialité. minutes du stade d'entraînement de l'UBB. Voilà. Voilà, la justice, tout est achetable. On le sait bien. Merci beaucoup, messieurs. Allez, on passe à la suite après cette courte respiration. On en a bien besoin. Direction maintenant Lyon et votre traditionnelle série de reportages au sein du club de La Duchère, club de National 3. Ce club amateur nous ouvre ses portes depuis le début de l'année, depuis le début de la saison même. Et Jérémy, notre collègue de Lyon, s'est rendu à La Duchère pour cette fois aborder le soutien scolaire proposé aux jeunes avant les séances d'entraînement. Donc on y parle notamment de devoirs, mais aussi on en profite pour échanger sur les souhaits d'orientation. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce 10e épisode, 20 minutes se penche sur l'accompagnement scolaire proposé par Lyon-la-Duchère à tous ses licenciés, des catégories U11 à U18. Outre la création de sections sportives et la mise en place d'aides aux devoirs en 2012, le club pousse depuis 4 ans les lycéens à réfléchir à leur orientation post-bac grâce à un partenariat avec l'école de commerce de l'EM Lyon. Alors oui, l'intérêt aussi d'avoir ce temps de scolarité dans leur emploi du temps sportif, c'est de pouvoir suivre leur scolarité, savoir où ils en sont, leurs résultats, leur comportement aussi, avoir un lien avec les établissements scolaires aussi. On est présent sur certains conseils de classe, on récupère les bulletins,
on fait des points avec eux sur où ils en sont. Celui qui a des difficultés, du moment où il est volontaire et qu'il a envie de réussir, il sera toujours dans cet accompagnement-là. Donc c'est toujours une question de, comme sur le terrain, de volonté, de motivation et de travail. Sehen, ça veut dire voir. Voir. Man sieht, man, c'est le on de il, elle, on voit. Voilà. Du coup, nous, on est Astuce, donc on est une association de l'EM Lyon qui s'occupe du tutorat et de l'égalité des chances. Donc on va dans des lycées, dans les clubs de foot comme la Duchère. On y va, on essaie de faire du tutorat, notamment aide aux devoirs pour le décrochage scolaire et orientation. Nous, on essaie avant tout de créer des liens de confiance pour les aider. Après, c'est au fur et à mesure de ce dont eux, ils ont besoin. Si on peut les aider pour autre chose, des méthodologies, écrire des lettres de motivation pour Parcoursup. On fait un peu tout et on essaie surtout de les aider. Pour trouver 22,5%, j'ai fait 108 divisé par 480. Ouais. Quand j'ai des devoirs, je m'avance beaucoup parce que entre le foot et l'école, on n'a pas trop le temps de faire les devoirs à la maison. Ça veut dire le mercredi, je profite d'eux pour pouvoir faire mes devoirs et m'avancer sur toute la fin de la semaine, voire la semaine d'après, le début de semaine d'après. Comme par exemple en maths, au début de l'année, j'avais un peu de mal. Après, quand les étudiants ils m'ont appris c'était sur les fonctions, le contrôle c'était la semaine d'après et j'ai eu une super note. Dans le prolongement du tutorat entre la Duche et l'EM Lyon, le coup du chapeau permettra aux jeunes footballeurs lyonnais d'échanger avec les partenaires privés du club le 11 février. L'occasion de se plonger concrètement dans leurs perspectives d'études et de travail face à 10 secteurs d'activité représentés. Et master, on est d'accord, c'est plus 5. Ouais, c'est ça. Et bachelor, c'est quoi? Bachelor, c'est bac plus 3. C'est pas à la fin de la terminale que je dois me dire, mince, qu'est-ce que je fais après? D'accord? Commencer déjà à avoir cette curiosité. Ça ne veut pas dire qu'on prend un choix là après le 11 février en disant je vais faire ce métier-là et rien d'autre. D'accord? Mais je suis curieux, je pose des questions, je m'intéresse, je m'informe sur tout ce qui existe. Là, ça c'est mon travail. Monsieur, vous savez, le travail ça paye. Au jour d'aujourd'hui, le travail ça paye. Là, j'ai 14 de moyenne, mais c'est pas suffisant pour en seconde. Et voilà, moi je suis plutôt parti sur être kiné dans un truc STAPS, mais si ça marche pas, je suis plutôt parti sur la plomberie, la mécanique etc. Moi je suis plutôt parti sur le football professionnel. Et j'espère, c'est un très 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 grand rêve et j'espère que ça se réalise. Au printemps dernier, 3 joueurs de la catégorie U16 sont passés devant la commission de discipline du club pour mauvais comportements répétés dans leur lycée. Ils n'ont pas été conservés par Lyon-la-Duchère cette saison. Les écarts scolaires entraînent chaque année des sanctions sportives au sein du club. Dès qu'ils dépassent la limite, dès que surtout on agit beaucoup sur l'absentéisme, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'absence. Et donc là, on sévit tout de suite. Sur le comportement, on sévit tout de suite. Un bon élève, on n'a jamais de problème dans le sportif. Et un mauvais élève, on va dire entre guillemets, ou quelqu'un qui n'est pas très sérieux, on a souvent des problèmes dans le sportif. Chaque lundi soir, avant leur entraînement, les U18 féminines peuvent être aidées pour leurs devoirs et révisions par des étudiants de l'IAE, une école de management lyonnaise. En ce début d'année 2026, Cécilia Benaïssa ne regrette pas d'être venue partager ses difficultés en mathématiques. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas forcément d'aide chez soi. Et là, le fait qu'il y a des étudiants, ça nous apprend beaucoup de choses. Chez moi, j'arrive pas trop à réviser. Et le fait qu'ils m'aident, j'arrive mieux à comprendre. Et comme ça, moi, j'arriverai pas en retard aux entraînements. Essaie de le faire Sans regarder. Au pire, on t'aide. Tu dois repérer ton A au carré et ton B au carré. Une fois que tu l'as repéré, tu fais un A plus B et un A moins B. Et après là, tu simplifies, t'additionnes. Tu fais comme là, sauf que ici, il y a là, tu fais un moins 5. Quand il y a un double négatif, il se passe quoi? Le plus. Voilà, donc là, tu réécris ça, mais après ça, tu mets le plus 5 du coup. Dans le cadre de la première année, on doit effectuer des missions de bénévolat. Donc moi, j'ai choisi de le faire ici à la Duchère. Ça permet d'aider aussi directement les gens qui peuvent avoir des difficultés dans certains domaines. Donc je trouvais ça plutôt intéressant parce que ça change aussi d'avoir des professeurs en face de nous. Je pense que c'est une approche qui peut être complémentaire. Chacun a plus ou moins de difficultés, donc il y en a aussi qui préfèrent être en autonomie, avoir un cadre pour bosser tranquillement. Après, si certains ont des difficultés, nous on est là, et s'ils n'ont pas besoin, après tant mieux pour eux.
Merci Jérémy pour ce reportage et merci encore au club de la Duchère de nous ouvrir autant ses portes cette année. C'est vraiment un travail remarquable, tout ce qui est fait autour de ce club amateur. En tout cas, j'espère que les jeunes de la Duchère seront sensibles à la thématique de notre quiz, car oui, il est l'heure de jouer. Nous sommes tous jeunes, plus ou moins, sur ce plateau et vous avez sûrement tous suivi la trend ces derniers jours sur les réseaux sociaux 2016-2026. Alors je ne ferai pas l'offense de mettre des photos de vous d'il y a 10 ans, pas envie de perdre notre téléspectateur. Mais quelques questions autour de l'actualité sportive et pas que d'il y a 10 ans, messieurs, à vos buzzers. On va commencer. Ça marche pas. Première question. Eder. Non. Quel est le nom de ce mouvement qui naît après une manifestation... MeToo. Non. Black Lives Matter. Non. Après une manifestation à Paris contre la proposition de la loi travail en mars 2016. Si au début la principale revendication est donc contre la loi dite El Khomri, ce mouvement critique aussi largement des violences policières. Les gilets jaunes. Non. L'état d'urgence, le secret des affaires. Les opposants notoires décrivent plutôt un mouvement où ne figurent que, grossièrement, des punks à chiens. Pourquoi tu me regardes? Allez, vous êtes terribles. C'était Nuit debout. Ah, mais oui. C'était seulement il y a 10 ans. Ouais, le mouvement a quand même duré près de 2 mois. Il s'était essoufflé à partir de fin mai. Ah, punk à chien, on aurait dû l'avoir. Deuxième question, la mort d'une icône qui a secoué le monde selon Barack Obama. Le 3 juin 2016, cet Américain très célèbre... T'allais dire Michael Jackson. On allait tous dire ça, alors que non, en 2016, c'est non. Meurt à l'âge de 74 ans. Il s'est fait connaître pour avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome. J'ai oublié son nom. Mais non, c'est Smith. Mais non. Jesse Owens. Mais oui. Non, c'est pas Jesse Owens, c'est le mec, c'est le point. À 18 ans, non. Il refuse ensuite d'être enrôlé dans l'armée. Ah, Mohamed Ali. Ah merde, vous êtes terrible. C'était en 2016, ça. C'est nul. Autant pour moi. Le début de la fin pour les États-Unis. En 2016, un homme grand aux cheveux de paille fait Donald Trump. Oui, mais enfin. Mon buzzer ne marche pas. Bon, on a compris. Un point. À l'Euro 2016. Ah, mais c'était une vraie question? Oui. Ah, d'accord. À l'Euro 2016, il faut un peu de. J'avais compris au début de la fin, moi, perso. À l'Euro 2016, la France perd injustement la finale contre le Portugal après une prolongation ignoble et un but du Caterpillar de Guinée-Bissau, détesté jusqu'alors par tout un pays, même par des personnes ici présentes. Tout à fait. Dans cet effectif portugais, je veux 3 noms, le nom des 3 joueurs qui sont nés en France. Guerreiro, Lopez. Ah oui, et le troisième, il y a non, mais Cédric Suarez, il est allemand? Non. Guerreiro, Lopez, Danilo Pereira, non. Si, un milieu lacon du style. S'ils avaient un milieu, il y a un milieu que personne ne connaissait. Tu sais, Gonçalves. en France. Qui est formé à Bordeaux. Genre pas Ruben Neves, putain, mais. Pedro Mendes. Qui a failli signer à Bordeaux, qui a joué. Un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Oui, un milieu de terrain. Qui a joué, je crois, au Sporting. Qui joue les utilités. Oh, putain. Qui est classé par Bordeaux? Non, il n'a pas joué à Bordeaux, mais il a été formé. Sporting, je crois qu'il a joué à Leicester aussi à un moment. C'est pas possible que ce soit Ilori, il n'était pas dans le Non, il a un nom bien portugais. portugais. Pas vraiment joué. Il a un nom portugais. Bon, Adrien Silva. Adrien Silva. Oh là là. Comment j'ai pu oublier Adrien Question bonus, quel est le seul joueur de l'équipe de France à avoir via sa mère une ascendance portugaise? Joueur de l'équipe de France? Ouais. De l'époque? De 2016. Ah, Griezmann. Griezmann, bien joué. On va passer à la question... non, toujours question 5. Le phénomène apparaît à l'été 2016. Des hordes de gens, jeunes et moins jeunes, se précipitent dans les rues, comme des zombies, dans les parcs, les yeux vissés sur leur téléphone. Pokémon, mes couilles. Pokémon Go, oui, bah oui. Ouais, il a raison, c'était Pokémon. Pokémon Go, oui, ça compte. On passe à la question 8. Fantanil à titre personnel. 2016, c'est aussi l'année de l'exploit sensationnel de Leicester en Première Ligue, avec Riyad Mahrez, N'Golo Kanté ou Jamie Vardy. Allez, je veux 2 noms. 3 noms de joueurs de Leicester de cette époque. J'avais tapé avant, mais c'est pas grave. Vas-y, j'en ai qu'un. Non, Ricardo Pereira. Non. Casper Schmeichel. Casper Schmeichel. Il y a un joueur qui joue à Strasbourg actuellement. Cresswell, Non, Ben Chilwell. Ben Chilwell. Ben Chilwell. Il y avait
boit de l'eau aussi. Oui, mais oui, Drinkwater. Mais c'est je cherche depuis tout à l'heure. Je me disais, je pensais à piscine. Okazaki, Inler, Dyer, voilà, bref. Eric Dyer, il est pas là. Non, il vient après Ricardo Pereira. Oui, après Nice. Quand ils sont en Ligue des Champions. Ok, avec la thune qu'ils ont gagné. Quel athlète aux Jeux Olympiques 2016 était en quelque sorte visionnaire à propos des Enhanced Games, vous savez, les jeux dopés. Après sa finale, il avait dit à propos de certains qu'il accusait de dopage, ils n'ont rien à faire dans un sport, ils n'ont qu'à faire une fédération. Ah merde, pardon, non, je n'avais pas lu, je pensais. Ils n'ont qu'à faire une fédération de charger et s'amuser entre eux. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le truc. Et ça me dégoûte de voir des gens qui ont triché sur les podiums. C'est pas Camille Lacour. C'est Camille Lacour. Camille Lacour. Oui, mais à l'eau claire. C'est à l'eau claire, ouais, j'attendais ça. Camille Lacour. Et allez, on revient, puisqu'on a le temps, pour une dernière question sur la 7. Le martinet noir, Apus apus, de son nom latin, a battu le record de vol sans se poser de toutes les espèces d'oiseaux. Pour le constater, le professeur Anders Edenström, biologiste à l'université Lund en Suède, a pu déterminer que ces oiseaux, qui mesurent de 16 à 17 cm, se posaient seulement pendant X temps au moment de la reproduction. Le reste du temps, ils sont en vol. Pendant combien de temps ils sont en vol? Sur combien de temps? Sur une année? Sur une année. Moi, ils peuvent voler 6 mois d'affilée. Non. 360 jours. Non. 363 jours. Non. On peut avoir un indice? 10 mois. 10 mois. 10 mois. 10 mois de vol et 2 mois de pause. Pas mal. Voilà. Pas mal, mais cette question... Mais c'était la question bonus pour finir l'émission en beauté. Ah ouais, en plus on a l'illustration. Voilà, du martinet noir. Apus apus en latin. On voit bien que apus apus, il est fait pour voler. Hein. Vraiment, l'ergonomie est bien pensée. Hein, vraiment. Les chercheurs lui ont mis une petite apus. Apus, ouais, j'ai compris. Ah, et là, ça va être apus apus, quoi, du coup. Apus. Merci beaucoup. Venez en studio, venez nous voir. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. C'était remarquable. Il y aura plus de calme et plus de sérieux. La prochaine fois, Nicolas sera de retour parmi nous. Ou pas, hein, le genou. Hein. Bon début de Jeux Olympiques à tous. On espère des médailles. Et puis, ciao tutti. Ciao tutti. Kenavo.